J'ai une poutre grise ici qui est coupée en G et donc sur lequel s'applique le tenseur de cohésion, les sollicitations internes de la partie droite sur la partie gauche. Je m'intéresse à un petit point M avec une surface élémentaire ds et là-dessus va s'appliquer ce qu'on va appeler df. df c'est une force, enfin, c'est un élément de force qui s'applique sur cette petite surface ds uniquement. Et cet élément de force, on peut la décomposer suivant deux axes, les forces qui sont normales, portées par petit n, et les forces tangentielles, donc qui appartiennent au plan, portées par petit t. On va définir un vecteur qu'on appelle ici grand T de m, n. Donc ce vecteur, c'est df sur ds, donc ça a comme unité une pression. Donc c'est comme si j'appliquais une pression sur mon point M, qui va avoir une composante dans la direction n, la direction normale, et une composante dans la direction t. La composante de la direction n, on appelle ça la contrainte normale. Donc cette contrainte, elle s'applique en m et de direction petit n. Elle est normale à ma section, c'est une pression, c'est en mégapascal. Et elle peut varier en fonction de la position du point. Là, je n'ai pas forcément la même valeur en m qu'en g ou qu'en un autre point m ailleurs dans le plan. L'autre grandeur que j'aurai, c'est la contrainte qu'on appelle tangentielle. Cette contrainte tangentielle, on l'appelle tau. Et donc, c'est la force qui est dans le plan. Donc, c'est une force qui est portée par y et z. Et le vecteur grand T est la composition de la contrainte normale sigma portée par le vecteur n et d'une contrainte tangentielle portée par tau. Si j'intègre maintenant toutes ces petites forces, les forces qui s'appliquent en chacun des points M de ma section, si j'intègre ça sur toute ma surface, alors je vais retrouver ce qu'on va appeler, c'est les sollicitations internes, c'est mon tenseur de cohésion. C'est-à-dire que la résultante du tenseur de cohésion, c'est égal à l'intégrale des contraintes ds, et le moment du tenseur de cohésion, c'est l'intégrale du bras de levier gm fois mes contraintes, et donc intégré sur la surface S. Alors, à quoi est-ce que ça sert cette chose-là, et comment est-ce qu'on l'utilise? Si je me donne un état de contrainte, donc par exemple ici, j'ai une poutre avec une coupure en G, et là-dessus, je me dis que je me donne une contrainte qui est constante, qui est sigma, et qui est la même en tout point. Donc sigma, c'est une contrainte normale, donc qui est dans la direction x de ma poutre, et qui est la même en tout point. Alors, je vais appliquer la définition que j'ai donnée du tenseur de cohésion, avec la résultante qui est l'intégrale de la contrainte ds, et le moment qui est l'intégrale du bras de levier vectoriel de la contrainte ds. Ma résultante, si j'applique dedans, c'est sigma x ds. Sigma et x sont des constantes, puisque j'ai choisi un champ qui a cette forme-là. Donc ça me fait directement, je peux les sortir de l'intégrale, et donc ça me donne directement sigma fois s. Autrement dit, on trouve une résultante du tenseur de cohésion qui va être sous la forme sigma s porté par l'axe x, 0 et 0. Autrement dit, c'est un grand N, une force normale. Sigma fois s, c'est la force normale. Si je calcule maintenant mon moment, le moment en G de cette force-là, donc je vais prendre une des petites forces, je calcule le moment en G, et j'intègre ça sur toute ma section. Le point M va se balader dans le plan, donc il a d'abscisse YZ, et j'ai juste à calculer GM vectoriel sigma x. Le produit vectoriel me donne ça, sauf que l'intégrale de ZDS, c'est quelque chose qui est nul, puisque là c'est la définition de G. L'intégrale de ZDS est nulle, et l'intégrale de YDS est nulle. Donc au global, je trouve un moment qui est nul. Donc, un tenseur de cohésion global qui va avoir cette tête-là, grand N 0, 0, 0, 0, 0. Autrement dit, ma poutre, si elle est soumise à une force grand N, c'est la même chose que de la soumettre à une contrainte normale qui est constante, pas de contrainte tangentielle, et avec une relation qui me lie la contrainte normale, sigma, à la force grand N sur S. Donc ça, c'est ce qui se passera en traction. Je peux faire de la même chose avec un autre champ de contrainte. Si je me donne un champ de contrainte, par exemple sigma, qui est toujours une contrainte normale, donc qui s'appelle sigma, taux est nul, j'ai pas de contrainte tangentielle. Et par contre, ce coup-ci, j'ai choisi de dire que ma contrainte, elle est proportionnelle à l'altitude dans ma poutre. C'est-à-dire que quand j'ai YL 0, quand je suis au point G, j'ai 0, j'ai pas de contrainte. Et lorsque je suis tout en haut, j'ai une contrainte beaucoup plus importante. Et lorsque je suis tout en bas, j'ai une contrainte négative. Alors, dans ces cas-là, j'applique de la même manière ma résultante et mon moment. Ma résultante, c'est l'intégrale de k fois x, intégrale de y ds. Et cette chose-là, comme l'intégrale de y ds, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est nul. Donc en fait, j'ai pas de résultante. Autrement dit, pour mieux comprendre ça, quand je fais la force
la somme de la force qui est ici en bas et celle de force qui est en haut, eh ben, les deux, comme elles sont en sens opposé, elles s'annulent. Et donc toutes mes forces vont s'annuler deux par deux. Donc en fait, j'ai pas de force globale. Par contre, si je fais mon calcul de moment, eh ben, je vais retrouver un résultat où ici, l'intégrale de y ds, ça c'est nul, yz, par contre l'intégrale de y carré ds, c'est non nul. Et je vais me retrouver avec un moment. Un moment. Et ce moment-là, il est sur l'axe z. Autrement dit, je retrouve l'équation qui dit que m suivant l'axe z est égal à moins sigma sur y fois l'intégrale de y carré ds. Donc, si je prends une poutre soumise à uniquement un moment et pas d'effort tranchant, pas d'efforts normaux, pas de moment de torsion, eh ben, j'aurai une contrainte qui s'écrira, qui va être proportionnelle à y et qui va être égale à moins mfz sur igz fois y. Je peux faire la même chose lorsque ma contrainte est une contrainte pure de cisaillement et une contrainte normale nulle, et je trouverai à la fin, je vous laisserai faire les calculs, que où je peux faire à nouveau la même chose. Si je mets une contrainte de cisaillement proportionnelle au rayon, et ben, je trouverai dans ces cas-là un moment de torsion, mt. Donc, pour conclure, pour relier la contrainte, le champ de contrainte à mes sollicitations internes, il suffit que j'intègre les contraintes sur ma surface, je trouve ma résultante, et que j'intègre les contraintes fois le bras de levier, et je trouve mon moment.